problème de mécanique quantique, c'est toujours un problème ouvert, de savoir s'il y a un équivalent de l'amortissement Landau, et je sais qu'il y a des spécialistes qui, depuis nos résultats, ont cherché à les adapter au formalisme quantique. Il reste toujours forcément, disons, une trace. Quand vous avez un résultat qui s'applique en mécanique classique, alors vous savez que pour le problème quantique, dans une limite semi-classique, il va y avoir un effet approché. Du moins, si les choses ne sont pas délirantes, il y a une certaine stabilité, ça doit fonctionner. Mais au-delà de cette question, on aimerait savoir s'il y a un effet intrinsèquement quantique enfin, si dans un système intrinsèquement quantique il y a l'amortissement, s'il y a des effets d'amortissement ajoutés dans le formalisme quantique, d'autant qu'on sait bien que dans un formalisme quantique, on a souvent des oscillations qui apparaissent spontanément, qui font penser, même si c'est juste une image visuelle, aux oscillations qu'on a vues dans les systèmes mécaniques classiques. Bon, pour autant, là, on ne sait pas résoudre. Alors, pour les problèmes relativistes, c'est peut-être pire. Hein. C'est peut-être pire, en tout cas, on dit que c'est pire, mais oui, on n'a pas, disons, un modèle simple, ça serait quelque chose comme du Vlasov-Poisson relativiste, une équation de Vlasov non linéaire relativiste. Mais le problème avec la relativité, c'est qu'en tout cas, relativité générale, ça va déformer complètement votre géométrie. Dans un problème qui fait intervenir de manière fondamentale le mélange, la géométrie ambiante joue un rôle fondamental, bien sûr. Et vous vous retrouvez avec un problème où on va devoir coupler ça à une équation de géométrie. Alors on va se mettre dans un contexte perturbatif, peut-être qu'on va se mettre dans l'espace de Minkowski, le perturber un peu, vérifier que spontanément ça devient plat ou quelque chose comme ça. On tombe derrière des problèmes vraiment lourds techniquement. Même les problèmes, d'ailleurs relativité générale, même les problèmes les plus simples, qui semblent les plus simples, pour le coup, ce sont des démonstrations monstrueuses. Le théorème célèbre de Christodoulou-Kleinerman, ça doit être quand une dizaine d'années peut-être, stabilité de l'espace de Minkowski, perturbation du vide, quelque chose comme ça. C'était, je ne sais pas, 300 pages, 400 pages de démonstration. Et après, Christodoulou a fait un article encore plus long, de peut-être 500 pages, pour obtenir des résultats sur un fluide de l'air compressible dans un cadre relativiste. On est sur des choses monstrueusement techniques, jusqu'à ce que peut-être quelqu'un arrivera à bourbaquiser un peu l'ensemble, si j'ose dire, à mettre des boîtes, et puis des concepts dans des boîtes qui feront qu'on pourra utiliser des choses plus élaborées pour les construire. Et là, pour l'instant, nous en sommes loin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je reste systématiquement dans un cadre classique, personnellement. Disons, dans un cadre relativiste, quantique et tout ça, l'effort principal, j'exagère beaucoup quand je dis ça, mais l'effort principal a porté sur établir les équations, comprendre les équations elles-mêmes, moins que sur comprendre le comportement qualitatif. Quand il s'agit d'un comportement qualitatif, très souvent, vous allez à une échelle de difficulté qui peut être supérieure. Il n'est pas forcé, généralement, que pour un problème donné, le quantique, par exemple, soit plus compliqué que le classique. Il y a des questions dans lesquelles le quantique est plus simple que le classique. Mais sur ce genre de problème, là, il y a une vraie difficulté. Une vraie difficulté supplémentaire. Et disons que, pour l'instant, tous ces résultats de comportement en temps grand, de cis qualitatif, de système classique, la façon dont on peut les extrapoler à des problèmes non classiques, c'est juste au stade de l'intuition.